Un jour, dans un village reculé près de Tokyo, le bétail commence à mourir subitement pendant la nuit, sans raison apparente. Les cadavres étaient tout horriblement déchiquetés, leurs organes dévorés, comme si une bête monstrueuse s'était régalée, les dévorant avec une faim insatiable. Les villageois font appel à Inugami, un détective spécialisé dans les affaires paranormales, pour qu'il vienne enquêter sur cette étrange affaire. Ensuite, nous voyons un groupe d'enfants rentrer chez eux avec enthousiasme, discutant de l'arrivée d'un détective vraiment cool venu de Tokyo. Parmi eux, il y a ce jeune garçon nommé Yataro, qui est le fils de la cliente d'Inugami. Ses amis lui disent qu'il devrait partir en ville avec le détective car il est bien trop chic et riche pour ces montagnes ennuyeuses et stupides. Ils lui demandent ensuite s'ils peuvent visiter sa maison pour voir le détective, et il leur répond qu'ils peuvent venir tant qu'ils ne dérangent pas l'invité. Après cela, ils se tournent vers les champs et nous voyons un jeune garçon aux cheveux noirs portant un étrange collier, travaillé dur. Son nom est Kaban, et Yataro se moque de lui, lui disant de garder sa sale tête loin de l'invité car il sent vraiment très mauvais. Pendant ce temps, nous voyons notre détective, Inugami, s'inquiéter de son pneu crevé sur le bord de la route. Heureusement, la mère de Yataro, Madame Kusaka, arrive, lui offre de le déposer dans son pick-up et dit qu'elle enverra quelqu'un s'occuper de sa voiture. Sur le chemin de la villa, elle lui raconte que le bétail, en pleine forme la veille, est mort subitement pendant la nuit, leur carcasse se décomposant déjà. Elle dit que cela ne ressemble pas à l'œuvre d'un humain et que tout le monde au village est vraiment terrifié. Elle lui confie ensuite qu'elle n'a encore rien dit aux enfants, car elle ne veut pas qu'ils aient peur d'aller à l'école, mais si quelque chose devait leur arriver, elle ne voudrait pas que de mauvaises rumeurs circulent. Sur ce, elle l'emmène à la villa et lui sert du thé, tandis qu'il aperçoit Yataro et ses amis qui l'espionnent du coin de la rue. Il sort, pour leur faire un signe, puis s'étire le dos et remarque le garçon aux cheveux noirs qui travaille dans les champs. Il demande à la propriétaire si le garçon ne va pas à l'école pour travailler, et elle répond qu'elle lui en parlera plus tard. Après cela, il se glisse dans la source chaude à l'extérieur de la villa pour un bain, et Yataro entre pour lui laver le dos. Il commence à le flatter et lui dit à quel point il aime Tokyo et aimerait y aller. Après s'être lassé de son bavardage stupide, Inugami l'interroge sur le garçon dans les champs et Yataro explique qu'il est surnommé Cool Point. Inugami demande ce qu'il en est et il répond que c'est sûrement quelque chose avec lequel il est né. Mais son corps sent vraiment bizarre et il est laid aussi, alors il ne le laisse pas travailler près des invités et personne n'aime vraiment s'approcher de lui non plus. Inugami trouve cela intéressant et sort du bain. Dehors, il rencontre Madame Kusaka et lui demande de laisser l'autre garçon être son assistant. Cela rend Yataro vraiment jaloux, et le lendemain, Cool Point est forcé de prendre un bain et va servir le petit déjeuner à Inugami. Après avoir servi les plats, il tente de partir tôt, mais Inugami l'arrête et se présente comme un enquêteur occulte, lui demandant s'il a vu quelque chose d'étrange en travaillant dans les champs. Le garçon se présente comme Kaban et suggère d'en parler après son repas, car personne à l'auberge n'aime manger avec lui à cause de son odeur. Mais Inugami le rassure en disant que ce n'est rien et que les travailleurs acharnés ne devraient ni pas trop se soucier de leur odeur. Kaban s'interroge sur la propreté d'Inugami, puis prend la parole et dit qu'à son avis, un monstre est derrière l'affaire du bétail mort, ce qui rend Inugami curieux. Inugami lui demande comment il le sait, car la cliente n'en a parlé à aucun enfant, et il révèle que c'est lui qui est chargé de se débarrasser des corps. Il ajoute qu'il doit s'en occuper les nuits de pleine lune, et qu'il pense que le monstre viendra cette fois aussi. En entendant cela, Inugami s'enthousiasme et décide de rester là pendant 5 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. En attendant, il aide Kaban dans son travail et ils s'entendent très bien. Ils nettoient les égouts, chassent des animaux et travaillent même les champs ensemble. Un jour, alors qu'ils travaillent dans les champs, Inugami remarque l'étrange collier de pierre autour du cou de Kaban. Il demande à l'examiner de près et lui demande où il l'a trouvé. Kaban répond que c'était la seule chose que ses parents lui avaient laissée lorsqu'il a été abandonné. Inugami observe son visage triste, puis révèle que c'est une pierre de vie, un artefact très rare et spécial. Il affirme que personne ne laisserait un enfant avec une pierre aussi précieuse, ce qui signifie que ses parents ne l'ont pas abandonné, et qu'il doit y avoir une raison à cela. Il lui offre alors ses services de détective et dit qu'il peut l'aider à retrouver ses parents s'ils sont encore en vie, ce qui donne à Kaban un certain espoir de rencontrer un jour ses vrais parents. 5 jours plus tard, Kaban attend Inugami la nuit de pleine lune derrière la grange pour enquêter sur la cause du bétail mort. Mais au lieu du détective, Yataro sort le premier et l'attrape par le col. Il est super jaloux qu'Inugami ne l'ait pas choisi et commence à insulter Kaban, lui disant qu'il n'est qu'un minable puant abandonné par ses parents, que sa mère a dû s'occuper de lui et qu'il lui vole maintenant cette opportunité. Kaban se met en colère et dit qu'il n'a pas été abandonné, ce qui rend Yataro encore plus furieux. Il attrape son collier de pierre et lui dit de ne pas se faire d'idées bizarres, car ses parents l'ont laissé avec un stupide caillou et il le lui arrache. Kaban se met en colère et le frappe en plein dans sa sale gueule, le projetant au sol. Les larmes aux yeux, Yataro dit que ça fait vraiment très mal. Mais quand il lève les yeux vers Kaban, il voit un monstre aux yeux rouges marchant comme un zombie mangeur d'hommes. Il se lève et s'enfuit comme une fillette, tandis que Kaban, transformé en zombie, attrape la pierre et redevient normal.
Quelque temps plus tard, Inugami arrive sur les lieux et trouve Kaban caché derrière une pile de bois, l'air tout triste. Kaban lui dit de rester à l'écart, car il est le coupable et le monstre derrière l'incident des animaux morts. L'entendant se qualifier de monstre, Inugami lui dit qu'il trouverait cela étrange, mais qu'il veut lui montrer quelque chose de spécial. Après cela, il se retourne et retire son pantalon, et Kaban appelle immédiatement le 911 pour le signaler comme un prédateur d'enfants. Mais avant que le FBI ne puisse le prendre d'assaut avec une équipe du SWAT, il lui dit d'ouvrir les yeux et lui montre son derrière. Il s'avère qu'Inugami a une queue touffue qui couvre son derrière, et Kaban se demande pourquoi sa queue touffue est du mauvais côté. L'enquêteur le disculpe en expliquant qu'il existe des démons dans ce monde, et qu'ils en font partie. Il dit à Kaban qu'il est un hybride entre un humain et un démon sans sang, appelé Ghoul, tandis que lui-même est un chien vivérin, démoniaque, appelé Bagdanuki. Il explique ensuite que la pierre de vie autour de son cou est une pierre spéciale qui aide les siens à contrôler leur pulsion d'attaquer les humains. Cela signifie qu'il n'est pas le coupable, et qu'il y a autre chose dehors qui attaque le bétail. En entendant cela, Kaban ramasse sa hache et dit que Yataro est dehors, et qu'il ne sait rien de ces attaques, alors ils doivent aller le protéger. D'un autre côté, Yataro s'enfuit comme le petit morveux qu'il est, et se souvient qu'à l'âge de 5 ans, il a accidentellement tué Kaban en le poussant dans le canal. Il s'est cogné la tête, et au lieu de sang, quelque chose de blanc a commencé à sortir de sa blessure. Il a eu peur et est rentré chez lui en courant, mais à sa grande surprise, Kaban est revenu à la maison à temps pour le souper. Il pensait que tout cela n'était que son imagination, mais l'incident d'aujourd'hui a prouvé que Kaban est un vrai monstre. Il essaie de courir à l'intérieur de la maison. Mais la porte est verrouillée, et soudain, il est attaqué par une paire de chiens zombies au ventre éventré et aux yeux rouges. Inugami arrive juste à temps pour abattre la tête d'un des chiens et dit à Kaban de couper la tête de l'autre pour qu'il cesse de bouger. Il explique que ce sont des ghouls et qu'elles ne peuvent pas mourir. Mais si vous leur coupez la tête, leurs corps deviennent incapables de bouger, et vous devez les enterrer profondément dans un trou étroit pour vous assurer qu'ils ne régénèrent pas non plus leur corps. Après cela, la vraie ghoul sort et attaque Inugami qui tient Yataro. Elle esquive ses balles et essaie de le piétiner, mais Kaban s'élance et la frappe avec sa hache. Il continue de se battre, et la ghoul lui arrache sa hache des mains. Inugami le suit par derrière et essaie de lui tirer dans le cou, mais il s'avère trop épais pour qu'il puisse le décapiter d'un coup. Juste à ce moment-là, Kaban frappe le monstre et lui enfonce le bras dans la gorge, lui arrachant la tête avec une force brute. Après cela, ils enterrent les monstres et retournent vers l'auberge, et Kaban dit qu'il ne peut plus vivre ici car Yataro sait maintenant qu'il est un monstre, et les incidents lui seraient probablement imputés. Inugami est d'accord et dit qu'il a une offre pour lui. Il pointe ensuite son arme sur sa tête et révèle qu'en vérité, il a été engagé par sa tante pour le tuer. Elle connaissait sa véritable identité par sa sœur aînée, sa mère, et l'avait gardée secrète jusqu'à ce jour. Mais une fois que ces incidents de cadavres d'animaux ont commencé, elle a eu peur et l'a engagé pour s'occuper du monstre dans sa maison. Il dit que même si le vrai coupable était quelqu'un d'autre, avec Yataro dans cet état, elle ne le croirait pas même s'il lui disait la vérité, et il doit donc faire son travail. Il lui demande ensuite s'il veut retrouver ses parents, et Kaban lève simplement les yeux vers lui avec un sourire et dit non avant d'être abattu par Inugami en plein milieu du front. Inugami ramasse son corps et entre dans l'auberge pour livrer Yataro, ainsi que la nouvelle de l'achèvement de son travail. Il dit qu'il s'occupera aussi du corps, puis repart en voiture vers Tokyo, avec le corps de Kaban sur la banquette arrière de sa voiture. En chemin, Kaban se réveille soudainement et demande s'il ne devrait pas être déjà mort. Inugami lui jette de la nourriture et lui dit de se remplir le ventre, expliquant qu'il est une ghoul et que les ghouls ne peuvent pas être tués. Elles deviennent juste paralysées un petit moment si on leur blesse la tête, mais ces blessures devraient déjà être guéries. Sur ce, ils vont à Tokyo et Inugami l'emmène au bureau de son agence de détective Inugami. Il dit qu'aux yeux des villageois, il est déjà mort. Donc, il ne devrait pas s'inquiéter pour eux, et qu'il peut maintenant travailler ici avec lui, jusqu'à ce qu'il découvre où sont ses vrais parents. Notez ceci dans la section des commentaires comme technique d'acquisition de main-d'œuvre enfantine gratuite numéro 420. Il se vaporise de parfum et lui donne la bouteille, avant de dire que c'est un parfum spécial que les démons utilisent pour cacher leurs muscles naturels. Inugami lui dit de se changer pour des vêtements branchés et sort, et juste à ce moment-là, 2 enfants entrent en se disputant pour savoir qui mangera la première part de pizza, et ils se demandent qui est ce vilain garçon de la campagne portant leurs vêtements, debout, au milieu de leur bureau. Inugami le présente aux 2 enfants, Shiki et Akira, et révèle que Shiki est aussi un hybride humain-démon, comme Kaban. Il explique ensuite que d'habitude, les démons cachent leur existence aux humains afin de protéger leur identité. Mais parfois, certains démons dépassent les bornes, et c'est là qu'ils interviennent pour remettre les choses en ordre. Dès le début, Shiki décide d'être désagréable envers Kaban, et lui demande son âge. Kaban dit qu'il a 13 ans, et Shiki lui dit de bien s'en souvenir car il a 14 ans et est plus âgé que lui. Puis, il lui dit de dormir dehors sur le canapé et retourne dans sa chambre. D'un autre côté, Kaban fixe Akira pendant un moment, et celui-ci lui demande s'il a besoin de quelque chose.
Kaban dit qu'il se demandait à quel point elle était une belle fille, ce qui met Akira en colère, et il retourne dans sa chambre en disant qu'il est un garçon. Plus tard, Shiki s'assied avec Kabane et mange sa pizza. Il dit qu'il n'est pas un si grand méchant, au point de ne pas partager sa nourriture, et lui dit de manger. Kabane dit qu'il n'a jamais mangé de pizza de sa vie, et cela surprend tellement Shiki qu'il abandonne son attitude grossière un instant et lui dit de profiter un peu de la vie. Après cela, ils retournent tous à leur lit, et Shiki se demande pourquoi Inugami a amené Kabane ici. Akira dit que c'est sûrement parce qu'il n'a nulle part où aller, et qu'il a peut-être été abandonné, ou bien qu'il est vraiment très fort. Shiki décide de le découvrir et tend un piège de fil de soie collant sur le chemin de Kaban vers la salle de bain. Kaban tombe et Shiki lui demande s'il a été abandonné et essaie de le provoquer, mais Kaban dit qu'il n'a pas été abandonné et retire son pied de la soie, se blessant la cheville. Mais à la surprise de Shiki, il n'y a pas de sang, et la blessure se referme immédiatement avec une flamme violette. Le lendemain, l'agence reçoit une demande spéciale du quartier général de la police pour s'occuper d'un incident lié à un démon. Inugami et les autres montent en voiture et arrivent donc sur le lieu de l'incident. Il s'avère que dans une vieille maison, une mère et son enfant gisent inconscients à l'intérieur d'une pièce couverte de millions de petits insectes. La police a scellé la pièce et a déjà perdu l'un de ses hommes, qui a tenté d'entrer et a été immédiatement couvert d'insectes, tombant également inconscient. Inugami entre avec son équipe de jeunes assistants et jette un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. Il explique que ces insectes sont appelés insectes des 3 cadavres. D'habitude, ils ne font que grignoter la peau morte pendant que vous dormez et sont plutôt inoffensifs, mais ils ont leur plat préféré. Il dit qu'ils entourent quelque chose au centre de la pièce et cet objet doit être la source de tout cela, et ils doivent donc le retirer de là. Il dit qu'il peut transformer tout son corps en fer et entrer en toute sécurité, mais cela prendrait du temps. Et étant donné que cela fait déjà 30 minutes que tout cela a commencé, il aimerait que cela se termine bientôt, sinon la mère et l'enfant ne s'en sortiront pas vivants. Shiki dit qu'il peut utiliser sa toile pour tendre un piège et tirer l'objet de l'intérieur comme Spider-Man. Inugami le laisse tenter sa chance. Shiki ouvre un peu la porte et commence à tisser une toile à l'intérieur. Mais à la surprise de tous, les insectes commencent à manger sa soie, et toute son existence devient inutile. Akira est trop effrayé par les insectes, et est déjà trop lâche pour faire quoi que ce soit. Inugami pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'attendre qu'il se transforme entièrement en fer, et qu'il entre lui-même, mais Kaban dit qu'il peut le faire s'ils veulent, et entre. Les insectes le couvrent immédiatement de la tête aux pieds alors qu'il continue de marcher avec assurance, et Inugami explique qu'étant un hybride humain-ghoul, il n'a pas de sang dans son corps. Les insectes paralysent leur cible en injectant un anesthésique dans leur circulation sanguine, et ils ne peuvent pas le dévorer car il peut régénérer son corps. De plus, à un moment donné, il a dû avoir des émotions et des sentiments comme les autres, mais sa tante s'est assurée de le traiter plus mal que Harry Potter, si bien qu'il a grandi pour être vraiment altruiste et émotionnellement insensible. Il fait ce qui doit être fait, et cela le rend vraiment fort, mais en même temps, c'est vraiment triste. Kaban continue d'avancer et finit par ramasser l'objet au centre, qui s'avère être une paire de chaussures rouges. Dès qu'il le fait, les insectes disparaissent et Inugami laisse les ambulanciers se précipiter pour sauver la famille. Plus tard, Inugami explique que le plat préféré de ces insectes est la culpabilité, et à en juger par les apparences, ces chaussures doivent être volées. Juste à ce moment-là, le fils aîné de la famille s'approche d'eux et les remercie les larmes aux yeux. Il dit qu'ils sont une famille pauvre dirigée par une mère célibataire, donc s'ils n'ont pas besoin de déménager, ils préféreraient rester à moins que la raison de l'attaque des insectes ne soit quelque chose dans la maison. Inugami dit que les chaussures étaient la raison, et tant qu'ils s'abstiennent de faire de mauvaises choses, tout devrait bien se passer. Le frère commence à pleurer et explique que leur mère pense en dernier à elle-même et qu'elle porte ses paires de chaussures usées depuis des décennies. Un jour, son jeune frère a apporté ses chaussures pour les lui donner et, étant lui-même le frère aîné, il savait qu'il les avait volées, alors il l'a réprimandé pour avoir fait le mal. Le jeune frère a dû se sentir vraiment coupable, et c'est à ce moment-là que les insectes ont commencé à les envahir. Leur mère déteste les insectes, mais elle a instantanément sauté et serré le plus jeune enfant dans ses bras, et c'est ainsi que tout s'est passé. Il remercie tout le monde et s'en va, et ils décident tous de rentrer chez eux. Avant de monter dans la voiture, Kaban demande à Inugami s'il peut rencontrer ses parents s'il travaille pour lui, et Inugami commence à sourire. Il dit qu'en tant que détective, c'est son travail, et qu'il prendra ses honoraires sur son salaire, et ils rentrent tous chez eux. Plus tard cette nuit-là, Shiki s'assied avec Kaban et lui raconte son histoire. Il dit qu'il est le fils d'un père humain et d'une mère araignée démon, et qu'ils ont été séparés quand il était très jeune. Kaban demande si elle est toujours en vie, et il répond qu'il ne sait pas, et qu'habituellement un parent essaierait de retrouver ses enfants, mais il est toujours là, et cela fait de nombreuses années. Kaban dit que ce n'est pas une raison de perdre espoir, et qu'il se pourrait qu'ils essaient toujours de les retrouver, et c'est un très très grand monde, et au début il avait aussi perdu espoir, mais Inugami l'a aidé à raviver ses flammes, et maintenant il ne va pas les perdre. En entendant cela, Shiki se lève et retourne dans sa chambre et dit à Kaban de venir avec lui, et qu'il lui montrera aussi sa chambre. D'un autre côté, Inugami savoure un café et appelle la commissaire de police Inari, et lui dit qu'il a terminé avec succès le travail pour lequel elle l'avait engagé. Il lui parle ensuite d'avoir trouvé un enfant hybride humain-démon avec la pierre de vie.
Elle s'intéresse et demande s'il est dangereux, et il répond qu'il l'est, mais qu'en même temps, il pourrait être l'étoile d'espoir qu'il recherche. Le lendemain, Inugami demande à Shiki et Akira d'emmener Kabane rencontrer Inari. Kabane demande qui elle est et il explique que c'est une démone renarde qui occupe une haute position dans la police et qu'en tant que détective, ils doivent souvent leur demander des informations. Avant de partir, Inugami lui donne un charme spécial et lui dit de le garder sur lui au cas où. Après cela, ils se dirigent tous vers le poste de police pour rencontrer Inari. Il s'avère que c'est une renarde séduisante qui aime utiliser son charme pour rendre tout le monde au département de police dévoué à elle, et c'est ainsi qu'elle a gravi les échelons. Kabane et les autres entrent dans le bâtiment et demandent à la réceptionniste qu'ils veulent voir la commissaire et qu'ils devraient avoir un rendez-vous réservé avec elle. Le vieil acariâtre essaie de les chasser, mais alors une jeune fille entre et se présente comme l'une des gardes personnelles d'Inari, Kan. Elle dit qu'Inari attend le garçon nommé Kabane et ne le ramène qu'avec elle. Il laisse Shiki et Akira, vexés, derrière eux et entre dans cette petite salle de réunion où Inari les attend. Elle dit à Kabane de s'asseoir en face d'elle et se présente. Elle dit ensuite qu'Inugami lui a tout raconté sur lui et sa pierre de vie et demande si elle peut l'examiner de plus près. Kabane, étant une tête de linotte, lui remet la pierre de vie avec tant de confiance et elle explique que c'est une pierre rare qui contrôle leurs pulsions et dit qu'elle et la lignée d'Inugami ne se sont jamais bien entendus, mais pour le bien de la coexistence pacifique des démons, ils ont décidé de faire bonne figure. Son Kai a besoin de se nourrir des différentes émotions et sentiments que les humains libèrent, mais avec l'aide de cette pierre, ils n'auront plus besoin d'être liés par ce désir et elle dit qu'elle va maintenant voir comment la produire en masse. Elle fait en sorte que Kan lui coupe la tête, puis appelle 2 officiers pour sceller sa tête dans une valise et se débarrasser du reste de son corps. Elle dit ensuite à Kan d'apporter la tête dans sa chambre et de s'occuper des 2 autres enfants qui l'accompagnaient. Kan répond qu'elle est comme une mère pour elle et qu'elle obéirait toujours à tous ses ordres. Elle reçoit ensuite une petite tape sur la tête, est appelée une bonne fille et cela la rend très heureuse. Après cela, elle se transforme en Kabane et descend rencontrer Shiki et Akira tenant la valise à la main. Shiki demande au faux Kabane où il était et ce qu'il y a dans la valise. Il répond qu'il parlait à Dame Inari et qu'il doit lui livrer la valise dans sa chambre un peu plus tard. En l'entendant l'appeler Dame, Shiki grimace devant son visage malodorant et lui demande pourquoi il s'adresse ainsi à cette vieille mégère. Cela met Kan vraiment en colère. Son illusion se dissipe et son visage se transforme en sa forme de renard. Elle annule ensuite sa transformation et saute sur la balustrade. Elle leur lance une énorme boule de feu depuis sa queue, puis en tire plusieurs autres, comme une mitrailleuse. Shiki et Akira courent se cacher derrière des meubles et lui demandent ce qu'elle faisait et si elle voulait incendier tout l'endroit avec tous ces humains normaux à l'intérieur. Elle dit que cela n'a aucune importance, et dès qu'une personne entre dans ce bâtiment, elle tombe sous le Jinjutsu d'Inari et cesse de ressentir ou de penser quoi que ce soit. Ils font juste leur travail comme il se doit. Elle recommence alors à les attaquer, et Shiki forme une barrière entre eux en tirant divers meubles avec sa soie. Il tire ensuite la ficelle qu'il avait secrètement attachée à sa valise et la lui arrache. Ils l'ouvrent et sont effrayés par la tête hideuse de Kabane, puis s'enfuient pour échapper à la vue de Kan. D'un autre côté, Kan commence à paniquer à l'idée de ne pas accomplir les ordres d'Inari et devient folle de rage. Pendant ce temps, Kabane dit à Shiki de le lancer sur Kan, et il s'en occupera. Ils exécutent alors leur mouvement combiné, le jutsu de la tête puante de Kabane. La tête de Kabane percute Kan, et il la mord à la clavicule, la faisant perdre du sang et s'évanouir sur le sol. Le feu autour d'eux s'éteint également, et il s'avère que tout n'était qu'une illusion, et que les personnes à l'intérieur avaient été endormies. Après cela, il régénère son corps, et laisse Akira voir son Excalibur, puis Shiki lui dit de se couvrir avec sa veste. Après cela, ils sortent tous et retrouvent Inugami, qui les attend avec sa voiture dehors. Inugami dit que tout s'est passé exactement comme il l'avait prévu, et appelle Inari. D'un autre côté, Inari partait faire des recherches sur la pierre de vie pour pouvoir la produire en masse, mais soudain, elle se transforme en une poupée de chien vivérin, et son téléphone commence à sonner. Elle décroche, et Inugami la réprimande pour avoir attaqué ces jeunes travailleurs. Il dit qu'elle doit vieillir pour ne pas avoir pu percer sa technique de métamorphose, et lui dit que la pierre de vie appartient à Kabane, et si elle essaie de la reprendre, elle devra s'occuper de lui personnellement. En plus de cela, elle lui doit maintenant une faveur pour avoir causé tous ses ennuis, et il raccroche. De retour dans sa voiture, nous découvrons qu'Inugami a donné à Kabane une fausse pierre de vie comme porte-bonheur à mettre autour de son cou, et lui a dit de garder la vraie pierre de vie dans sa tête. Après avoir réglé tout cela, il dit qu'il devrait aller manger dehors et organiser une fête de bienvenue pour Kabane. Shiki et Akira se disputent sur ce qu'il faut manger et décident finalement d'opter pour de la nourriture chinoise et des crêpes, et finissent par tomber malades. Sur le chemin du retour, Inugami explique à Kabane comment il trouve du travail dans ce milieu. Il y a les recherches sur le web et le bouche à oreille, mais le plus souvent, c'est grâce à leur enseigne. Elle émet une lumière spéciale qui attire les démons et les personnes sous leur influence, et c'est ainsi que le travail les trouve généralement d'eux-mêmes. Incidemment, l'enseigne leur a été fabriquée par Inari, et ils entretiennent donc une sorte de relation de collaboration avec elle. Juste à ce moment-là, ils voient une canne blessée s'approcher d'eux.
Shiki et Akira se mettent en position de combat, mais Kan tombe alors au sol, son estomac gargouillant comme les éléphants d'Afrique. Il lui donne de la pizza et elle explique qu'elle est une bonne fille et qu'Inari lui a confié une mission qu'elle n'abandonne jamais à mi-chemin. Elle doit donc lui livrer la tête de Kaban. Elle essaie ensuite de l'attaquer, mais Inugami l'arrête et lui dit de descendre de la table, sinon Inari serait en colère contre elle. Elle devient instantanément docile et commence à agir comme une bonne fille. Il lui dit ensuite de remercier pour la nourriture et de recycler les déchets, et il décide de s'occuper d'elle pour le moment. Juste à ce moment-là, un homme entre dans leur bureau et Kaban remarque une odeur étrange autour de lui. Shiki explique que c'est un humain influencé par un démon, ce qui signifie qu'ils ont un nouveau travail. L'homme s'assied dans leur bureau-bar et Inugami lui sert un verre. Il se plaint de cette fille nommée Mao, dont il est tombé amoureux. Elle travaille dans le quartier chaud et il veut lui avouer ses sentiments, mais chaque fois qu'il l'attend dehors, il ne la voit jamais quitter le bâtiment et n'a jamais l'occasion de lui parler. En écoutant ses problèmes amoureux, Kaban se demande pourquoi la moitié de leur bureau est aménagée en bar. Shiki explique qu'il y a longtemps, Inugami travaillait avec un partenaire qui voulait un bar dans le bureau. Mais maintenant, ils ne sont plus ensemble, et il vaut mieux ne plus lui en parler car c'est un sujet sensible pour lui. Pendant ce temps, Akira reprend la conversation et commence à dire à quel point l'amour est une chose incroyable. Il explique que Shiki et Kaban sont le résultat de l'amour entre un humain et un démon, et Kaban s'intéresse alors à en apprendre davantage sur cette chose qu'est l'amour. Il s'approche d'Inugami et dit qu'il veut accompagner le client et l'aider à avouer son amour afin de pouvoir en apprendre davantage lui aussi. Il veut le faire parce que ses parents ont également trouvé l'amour et en apprendre plus pourrait l'aider à mieux comprendre ses parents. Inugami regarde son visage un peu bête et décide de le laisser faire. Il dit à Shiki et Akira de l'aider aussi et dit à Kan que si elle les aide, il lui donnera la tête de Kaban. Une fois tout cela réglé, il dit au client que les enfants s'occuperont de sa demande et leur dit à tous de partir. Juste à ce moment-là, le client voit une souris dans la pièce et l'attrape instantanément comme un chat. Son visage ressemble aussi un peu à celui d'un chat, et il dit qu'il en collectionne pour les offrir à son amoureuse. Inugami réalise que ce doit être l'œuvre d'un démon-chat et dit à Akira de rester en arrière car il a peur des choses effrayantes et dégoûtantes comme les cadavres de souris et autres. Sur ce, le reste du groupe sort et s'assied dans un café en face du lieu de travail de Mao. Les enfants lui demandent une photo de Mao. Il la leur montre et dit qu'elle devrait sortir car son service est sur le point de se terminer, mais étrangement, il ne la voit jamais partir. Juste à ce moment-là, les enfants remarquent un démon-chat sortir sous la forme d'un chat rose aux queues fendues. Ils se dirigent vers l'allée avec le client et approchent le démon-chat Mao, lui disant qu'ils viennent de l'agence de détective Inugami. En entendant son nom, Mao dit qu'elle le reconnaît et demande ce qu'il voulait d'une chatte innocente comme elle. Ils répondent que leur client, Yoruno, est tombé amoureux d'elle et souhaite lui avouer ses sentiments. Mao se transforme en sa forme humaine et choque Yoruno, puis dit qu'elle allait l'ajouter à sa collection pour qu'il puisse lui apporter des souris aussi, mais il semble que sa séduction n'est pas encore pleinement opérée. Elle révèle ensuite 3 autres humains avec des souris dans la bouche qui se sont presque complètement transformés en chats. Elle dit qu'il n'y a pas d'amour et que tout est dû à ses pouvoirs, mais juste à ce moment-là, Kan saute d'en haut, comme la renarde qu'elle y a, et attrape Mao dans ses mains. Elle l'emmène à Yoruno et lui dit de procéder à sa confession. Il lui présente un sac de souris mortes qu'il a collectionné et lui dit qu'il vivait sa vie dans la dépression et perdait espoir chaque jour, mais qu'il l'a rencontrée et elle a été le premier rayon de lumière qui l'a aidé à rester à flot. Il veut donc être avec elle même si cela signifie qu'il doit se transformer en chat. Après cela, il les laisse tranquilles et rentre chez eux pour faire leur rapport à Inugami. Une fois de retour, Kan demande à Inugami de tenir sa promesse et exige la tête de Kaban. Il lui dit de fermer les yeux, puis va au réfrigérateur prendre une orange et la transforme en sa tête avant de la lui donner et de la raccompagner. Une fois la renarde un peu bête partie, il demande à Kaban s'il a appris quelque chose sur l'amour, et il explique qu'il a découvert que l'amour ressemble beaucoup à la lumière, un rayon d'espoir. Il tend à Inugami un paquet de mouchoirs en papier et dit qu'il les a achetés en rentrant, pour les lui offrir en cadeau. Il dit que pour lui, Inugami est un rayon de lumière qui lui a donné une raison de vivre, et les gens ont tendance à offrir des cadeaux utiles à leur lumière, alors il lui a acheté des mouchoirs, parce qu'ils sont très pratiques. Il se tourne ensuite vers Shiki et Akira et leur dit qu'ils sont aussi une sorte de lumière pour lui, alors il leur trouvera quelque chose bientôt également. Quelques jours plus tard, Inugami révèle que Yoruno et Mao se sont mis ensemble, et il s'avère qu'elle est tombée amoureuse de lui après sa confession, et ils vivent ensemble maintenant. Le retour des humains à leur état normal devrait également se faire en quelques semaines. Tandis que Shiki se demande dans quel genre de monde il vit, Akira est émerveillé par Kaban, qui a réussi à résoudre sa première affaire avant lui-même, bien qu'il les ait rejoints bien plus tard, et il commence à se sentir inférieur à lui. Quelque temps plus tard, il s'approche d'Inugami et dit qu'il est devenu l'apprenti de Kabane. Shiki explique qu'il y avait un cafard dans la salle de bain, et que Kaban s'en est occupé. Alors Akira l'appelle maintenant maître. Akira dit qu'il peut prendre n'importe quelle affaire aux côtés de Kaban et demande un travail. Voyant cela, Inugami dit qu'il y a une mission qu'il prévoyait d'accomplir avec Kaban lui-même, mais s'il le souhaite, il peut la leur confier à tous les deux.
Il explique ensuite qu'il y a des travaux de construction près de la rivière Shibuya, et qu'ils essaient de dévier son cours, mais dernièrement, de nombreux ouvriers sont morts de manière mystérieuse et leurs squelettes ont été retrouvés flottant dans la rivière. Il dit qu'il a une bonne idée de qui pourraient être les coupables, car un groupe de démons indigènes vit dans la rivière et ils doivent être en colère à cause des travaux de construction. Shiki dit que cet endroit est plein de saleté et d'insectes, et à cause des travaux, la rivière est pratiquement devenue un égout. Inugami confirme que ce sera un sale boulot et demande si Akira veut toujours le faire. Akira est dégoûté, mais dit qu'il le fera et va se changer pour enfiler son équipement de nettoyage. Le lendemain, il passe sous le pont, le long de la rivière et entre dans le tunnel sombre. Kaban explique qu'il devrait d'abord aller trouver les démons indigènes pour, espérons-le, parvenir à une solution pacifique. En marchant, une sangsue massive tombe sur Akira et il commence à crier, mais Kaban lui ferme la bouche avec sa main et lui dit de se taire, sinon ils alerteront tout le monde de leur présence. Il retire ensuite les sangsues de leur tête et les jette dans la rivière. Akira lui demande pourquoi il ne les tue pas, et il explique qu'il n'aime pas tuer les autres, que ce soit des humains, des insectes ou des monstres, à moins qu'il n'y ait pas d'autre option. En termes simples, ils nous attaquent pour sauver leur vie, et à moins qu'ils ne représentent une menace pour lui, il n'a pas à tuer quoi que ce soit. En l'entendant parler de tout cela, Akira se demande à quel point Kaban est cool, et dit qu'il est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il lui dit qu'il lui rappelle son grand frère, et commence à lui raconter son histoire. Il explique qu'il appartient à une tribu de démons des neiges qui vivent dans les montagnes d'Omori. Leur village avait ce système étrange où tous ses membres étaient des femmes, et les mâles ne naissaient qu'une fois tous les 100 ans. C'est pourquoi ils étaient surveillés très attentivement, mais il a toujours été un pleurnichard, et son grand frère le réconfortait toujours. Quand il fuyait le village, il a été séparé de son grand frère, et c'est pourquoi il a rejoint Inugami dans l'espoir de retrouver son frère. En l'entendant parler de tout cela, Kaban demande s'il peut contrôler la glace, étant donné qu'il est un démon des neiges. Akira répond qu'il le peut, mais qu'il est très mauvais, car cela demande beaucoup de concentration. Juste à ce moment-là, il est attaqué par un énorme démon grenouille qui l'attrape par le visage, mais Kaban assomme l'amphibien avec un tuyau métallique. Le monstre essaie de l'attaquer à nouveau, mais juste à ce moment-là, un petit chien vivérin arrive sur les lieux et repousse la grenouille d'un coup de pied. Il porte une bouteille de sang et une lettre autour du cou adressée à Akira et Kaban de la part d'Inugami. Dans la lettre, il leur dit que les démons grenouilles sont derrière les attaques et qu'ils sont devenus fous après avoir mangé des humains et doivent être éliminés. Il leur dit de les attirer dehors en utilisant le sang dans la bouteille et leur demande de s'occuper de sa mission. Kaban dit qu'il est d'accord avec cela, mais Akira se sent inquiet. Kaban lui demande s'il doit le raccompagner, mais Akira repense à son désir de devenir plus fort pour être fiable et dit qu'il restera là même s'il fait pipi dans son pantalon. Je me demande si un weeb chochotte dans la section des commentaires serait intéressé à acheter ça. Sur ce, ils s'enfoncent tous les deux profondément dans le tunnel avec Monsieur Chien Vivérin et versent le sang dans la rivière. Soudain, un grand nombre de démons grenouilles surgissent et les attaquent, et comme prévu, Kaban et le chien Vivérin les repoussent tous tandis qu'Akira reste assis dans un coin, se demandant comment il va vendre ses pantalons de chochotte mouillés. Les choses commencent à mal tourner pour eux alors qu'ils sont submergés par le nombre impressionnant de crapauds à face verte, mais Akira repense à son désir de devenir plus fort et fiable, et dans un effort pour être utile, il libère son élément de glace et gèle tout dans le tunnel, à l'exception de la tête de Kaban et de Monsieur Chien Vivérin. Kaban le félicite d'avoir éliminé tous les monstres et ils prennent un selfie ensemble. Pendant ce temps, Monsieur Chien Vivérin avance et rencontre l'aîné des démons grenouilles. Il s'avère que c'était Inugami depuis le début et l'aîné des grenouilles le remercie pour ses services, expliquant comment ses anciens frères sont devenus maléfiques après avoir mangé de la chair humaine et qu'ils avaient aussi commencé à manger les œufs et les jeunes de leur propre espèce. Inugami le salue et déclare la mission un succès. Quelques jours plus tard, Kaban est de service de nettoyage et essuie le couloir. Il atteint le fond du couloir et se souvient de l'avertissement d'Inugami de ne jamais ouvrir la porte ici, et se demande s'il est acceptable de déplacer les cartons pour nettoyer le sol. Soudain, la porte s'ouvre et une main blanche en sort, et le tire à l'intérieur. Plus tard, ce midi-là, Shiki trouve la serpillière par terre et en parle à Inugami. Il lui dit où il l'a trouvée et à quel point il est préoccupé par la disparition soudaine de Kaban. En entendant son histoire, Inugami s'inquiète et se précipite vers la pièce au fond du couloir, y entrant avec les autres enfants. À l'intérieur, il voit le gars le plus pâle de l'histoire de l'humanité, assis sur une chaise de jeu devant une configuration MIGA, à 6 moniteurs. Il fait asseoir Kaban à côté de lui sur le sol et lui fait ouvrir des bouteilles d'eau et des boîtes de conserve, et Inugami dit que c'est exactement ce qui l'inquiétait. Il interpelle l'américain par son nom, Mihai, et lui fait retirer son casque. Mihai regarde Inugami, le salue et lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé d'avoir un esclave aussi obéissant et facile à dresser. Shiki et Akira demandent s'il vivait là tout ce temps, et le gars répond oui et se présente comme Mihai le vampire. Il est le chef de la technologie de l'information et de la communication pour l'agence et dit qu'à partir de maintenant, il nomme Kaban son esclave personnel. Inugami commence à avoir un tic à l'œil à cette nomination et dit aux enfants de sortir avec lui un instant.
Une fois dehors, il explique que Mihai est son ancien partenaire et qu'il est un vampire, considéré comme le summum parmi les démons. Ils possèdent une force physique, des connaissances et un charisme surhumain. Ils ne vieillissent jamais au-delà de leur apogée et sont presque immortels. En plus de tout cela, Mihai déteste l'ennui, il a donc acquis des connaissances et s'est formé à presque toutes sortes de compétences professionnelles. Une fois qu'il n'a plus eu rien à faire, il a commencé à s'ennuyer de ce monde, et pour l'empêcher de devenir le principal méchant de cet animé, il a décidé de l'inviter à l'agence. Là, il est devenu accro aux jeux gacha comme Genshin Impact et Honkai Star Rail, et aime rester dans sa chambre toute la journée. En plus d'être un gamer acharné, il est aussi très calé en technologie, et c'est lui qui est responsable de la création du site web de leur entreprise, ainsi que de la sécurisation de leurs données contre des gens comme Inari. Il leur dit de simplement rester hors du couloir s'ils veulent vivre une vie tranquille. Le lendemain, Kaban redevient un esclave dévoué et sert son maître pâle. Shiki et Akira font irruption dans la chambre du vampire et lui disent d'arrêter d'abuser de leur garçon, déjà mort, pour en faire son esclave. Mihai propose de le laisser partir s'ils le battent dans un match de bras de fer, et Shiki accepte cette offre. Il s'asseye, et Mihai le met instantanément au tapis, et Akira refuse même d'essayer. Kaban demande s'il peut essayer aussi, et Mihai dit que c'est son travail d'accorder la demande de ses esclaves, puis le bat instantanément aussi. Plus tard ce midi-là, Kaban est envoyé acheter des ingrédients pour leur souper, et en chemin, il pense à devenir plus fort pour pouvoir protéger tous ceux qu'il aime à l'agence. Il finit par s'asseoir dans un parc pour faire une pause et se demande s'il devrait s'entraîner. Juste à ce moment-là, Kan tombe de l'arbre derrière lui. Elle se retourne et remarque Kaban assis sur le banc et lui demande ce qu'il faisait là. Kaban pense qu'elle est là pour sa tête et essaie de faire semblant de ne pas en avoir en remontant sa capuche, mais Kan dit qu'elle ne tombera plus dans ce piège. Et puis, tristement, elle dit que cela n'a plus d'importance, car Inari n'en a plus besoin, et quand elle est allée lui donner sa tête, il y avait déjà un nouveau démon renard avec elle, et elle n'a même pas pris la peine de la regarder. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer chez elle telle qu'elle est maintenant, parce qu'elle a été une mauvaise fille. Kaban lui demande de se battre avec lui, et ils s'engagent tous deux instantanément dans un combat rapproché. Ils s'équilibrent au début, mais ensuite Kan prend le dessus sur Kaban et commence à lui cogner la tête puante, mais il la frappe en retour d'un coup de tête et la renvoie au sol, le nez en sang. Elle se met à pleurer et dit que ce n'est pas étonnant qu'Inari l'ait abandonnée parce qu'elle est si faible. Kaban ne sait pas quoi faire et lui tient la main dans l'espoir de la réconforter. Kan finit par s'endormir en pleurant et ils restent assis ensemble sur le banc jusqu'à la nuit quand elle se réveille. Kaban lui dit que si c'est trop difficile d'aller chez Inari, elle devrait venir vivre avec eux chez Inugami. Mais elle répond qu'elle ne peut pas parce qu'il est un démon chien vivérin, et elle, une démone renarde. Elle le regarde ensuite avec des yeux brillants et dit qu'elle ne verrait aucun inconvénient à vivre avec lui ici même au parc, et elle sait qu'elle n'y mourra pas de faim car il y a des moineaux et des pigeons. Il dit qu'il doit aller acheter et ramener des ingrédients pour le souper à la maison, et elle lui demande si c'est sa mission. Il répond que c'est comme une corvée et dit qu'il reviendra la chercher une fois qu'il aura fini, et que cela ne devrait pas prendre trop de temps, et ils se font une promesse. Elle dit qu'elle l'attendra et lâche sa main. D'un autre côté, Inugami est surpris de voir Mihai hors de sa chambre et celui-ci dit qu'il s'est blessé la main en faisant du bras de fer avec Kabane et qu'il faudra 1 semaine pour que ça guérisse, alors il va profiter de son temps en jouant avec ses esclaves. Il ruse ensuite et enferme Inugami dans sa chambre, équipé d'un clavier piégé qui explosera s'il y touche. Quand les enfants arrivent, il leur dit qu'Inugami est occupé par une mission distincte et souhaite qu'il s'occupe d'une tâche spéciale qu'il leur a dénichée. Shiki s'enthousiasme, affirmant vouloir tester sa nouvelle capacité. Il la révèle en chauffant l'endroit, transpirant abondamment, ce qui le rend invisible, une astuce de soie d'araignée digne d'un animé. Après cela, ils abordent les détails de leur mission, Mihai expliquant que leur cible est une entreprise nommée Bubit Electronics. Il y a 3 ans, 16 employés avaient tenté de se suicider dans l'une de leurs usines, mais l'année suivante, ce chiffre était tombé à 0, et l'entreprise était redevenue très rentable. Leur mission est d'infiltrer les lieux pour découvrir comment ils ont réussi cela, et pour ce faire, ils se divisent en 2 équipes. L'équipe A, composée de Kabane et Eikura, attendra que l'équipe B, Shiki et Mihai, sous la forme de sa voiture télécommandée high-tech, la Mihai Magnum, ouvre les portes de l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Shiki remarque de la lumière émanant d'une pièce et, après un rapide coup d'œil, il aperçoit des gens travaillant en rang, ressemblant à des zombies dépressifs. Soudain, l'un des hommes s'enfuit de la pièce en pleurant qu'il démissionne, mais il est alors confronté par la directrice Rika. Elle l'emmène au bureau de conseil aux employés et lui dit de se détendre, tandis que Shiki les suit discrètement par derrière. Une fois à l'intérieur, un démon moustique insère sa trompe dans l'oreille de l'homme et lui aspire le cerveau de l'intérieur. Il s'avère que la directrice et ses 2 sœurs sont responsables du bâtiment et qu'elles sont toutes des démons moustiques. Mihai en conclut qu'elles dévorent le cerveau de leurs victimes, laissant le reste de leurs organes continuer à fonctionner sans esprit. De cette manière, elles maintiennent les employés de l'entreprise au travail sans aucune plainte d'Otsu. Face à cette horrible vision, Aikura fait ce qu'il sait faire de mieux et s'évanouit. Shiki estime que les ennemis sont trop puissants pour eux et déclare qu'ils devraient quand se regrouper, rentrer chez eux et attendre le retour d'Inugami pour décider de la suite.
Alors qu'il retourne retrouver Kaban, Mihai commence à s'irriter contre Shiki, le trouvant trop calme et raisonnable. Il décide de tout gâcher délibérément et commence à faire foncer la Mihai Magnum contre le mur. Comme une femme chinoise, les sœurs entendent le bruit et sortent pour voir ce qui se passe. Erika trouve la voiture jouée par terre, la prend pour elle et regarde autour d'elle, juste au cas où. Les deux autres suivent rapidement et elles décident de se séparer pour fouiller tout le bâtiment, tandis que Shiki se cache dans un coin, tel le petit insecte qu'il est. Une fois qu'elles sont parties, il pense qu'il devrait se dépêcher de retrouver les autres avant de devenir un idiot sans cervelle comme Kaban. Mais alors, Erika le trouve grâce à son énorme tête de moustique et dit que sa sœur leur avait interdit de tuer quelqu'un pour ne pas attirer l'attention d'Eri. Mais étant donné les circonstances, elle doit l'éliminer ou du moins le transformer en un singe sans esprit. Alors qu'elle se penche pour lui dévorer le cerveau, Mihai électrocute violemment ses yeux d'insecte grâce au module électrique de la voiture et demande à Shiki pourquoi il reste assis là comme une mauviette. Mais à sa grande surprise, Shiki respire bruyamment et semble plus effrayé que d'habitude. Il découvre qu'en réalité, Shiki souffre d'un certain traumatisme et que toute cette attitude de dur à cuire n'est dit qu'une façade pour cacher sa faiblesse. Avec cette prise de conscience, il commence à sourire et dit qu'il sera un jouet amusant à manipuler. Tandis qu'il respire difficilement, figé comme un canard, Shiki repense à ses souvenirs d'enfance, au moment passé avec sa mère. Il se demande comment ils ont été séparés, mais il sait qu'il a toujours été extrêmement effrayé par les choses terrifiantes, et s'il ne peut pas s'en souvenir, cela doit signifier que quelque chose d'horrible s'est produit. D'un autre côté, Mihai dit à Kabane et Akira d'aller sauver Shiki, et les mène vers l'autre sœur démon, Momoka. Pendant ce temps, il continue d'effrayer Shiki avec des descriptions de ce qui lui arrivera s'il ne bouge pas, ce qui le met en colère, et il finit par endommager la voiture jouet d'un coup de poing. Cela le réveille également, et il décide enfin de riposter. Il accentue son invisibilité et s'enfuit de la dame moustique, la forçant à utiliser sa capacité spéciale qui lui permet d'accroître sa sensibilité et de détecter diverses empreintes, telles que le dioxyde de carbone, la température corporelle et la sueur. Utilisant cela à son avantage, Shiki la déroute en entourant toute la zone de ses fils et la capture dans une solide toile d'araignée. Après cela, il se révèle être le véritable fils de Peter Parker et saute du plafond, atterrissant sur le visage aux yeux d'insecte d'Erika avec ses chaussures. Après l'avoir mise hors d'état de nuire, il s'effondre et se félicite d'avoir vaincu sa peur. Il repense au moment où Inugami lui avait dit qu'il détenait des informations sur ses parents et lui avait demandé s'il voulait les connaître, mais il avait refusé d'en parler, affirmant être à l'aise avec sa nouvelle vie à l'agence et ne pas vouloir connaître son passé. Il se demande s'il sera enfin capable de gérer le reste de cette conversation avec Inugami et décide de l'interroger à ce sujet une fois cette mission terminée. C'est alors que Kabane et Akira arrivent, traînant Momoka par les cheveux derrière eux, tels des sauvages. Ils l'attachent avec la substance blanche et collante de Shiki et s'interrogent sur leur prochaine action. Kaban affirme qu'ils doivent absolument se battre maintenant, car c'est 3 contre 1, et Shiki acquiesce, étant donné qu'ils effaceraient toutes les preuves s'ils partaient, rendant les données recueillies par Mihai inutiles. Pendant qu'ils discutera de tout cela, l'aînée des sœurs moustiques, Rika, entre de l'autre côté du couloir. Elle traite ses sœurs d'inutiles pour avoir perdu contre 2 petits morveux dans une voiture jouet, car même elle sait qu'Akira est bon à rien et ne le compte pas. Elle s'approche et leur demande s'ils oublieraient tout et partiraient sans poursuivre cette affaire plus loin. Mais Kaban répond que ce n'est pas une option, étant donné le nombre de personnes qu'elles ont blessées et que c'est leur devoir de les arrêter. Rika déclare que cela signifie que les négociations ont échoué. Elle doit donc s'en occuper elle-même et se demande quel cerveau aspirer en premier. Elle fait tourner la roue dans sa tête comme Steve Harvey et la couleur tombe sur ses propres sœurs, alors elle commence par Erika, puis enchaîne avec Momoka, s'occupant des 2 elle-même. Après cela, elle se transforme entièrement en sa forme de démon moustique et commence à marcher vers les enfants. Kaban réalise que Shiki est trop épuisé pour gérer cela et qu'Akira est, Akira, alors il prend les choses en main lui-même. Il l'affronte et tente d'atteindre ses organes vitaux, mais Rika le repousse avec ses bras répugnants et lui transperce la poitrine avec sa bouche en forme de trompe. Shiki rassemble assez de force pour s'élancer, mais est immédiatement mise à terre par une gifle violente et Akira s'en offense, se demandant comment il ose tomber avant lui. Il utilise éclaboussure, comme un Magikarp, mais cela ne fait rien. Alors Rika l'endort aussi d'une gifle de l'une de ses pattes velues. Ses 2 amis étant hors de combat, Kaban se demande quoi faire et se souvient de son désir de devenir plus fort. Il sait qu'il ne peut pas vaincre la dame insecte avec sa force actuelle, mais il tente de forcer son corps, malgré tout, et finit par se briser les os. C'est alors que Mihai décide d'intervenir avec un conseil no jutsu, lui expliquant que la raison pour laquelle il n'a pas réussi à le dominer lors du bras de fer, et pourquoi il ne peut pas vaincre l'insecte répugnant devant lui, et qu'il supprime son pouvoir démoniaque et utilise son pouvoir humain. S'il veut vraiment sauver ses amis, il doit céder à ses instincts, laisser le démon s'exprimer et utiliser son propre pouvoir pour détruire l'ennemi qui se dresse devant lui. Sur ce, Kaban se retourne et se demande ce qu'il désire faire au plus profond de son cœur, et la réponse est qu'il veut arracher les bras répugnants de cette femme insecte et sauver ses amis, et il se met à crier comme Goku. Soudain, il dépasse tous les niveaux de Super Saiyan et passe directement au Super Saiyan God, lui arrachant les bras.
Rika recule et il lui demande si elle a besoin d'un coup de main tout en tenant ses bras, puis il observe sa propre puissance et réalise qu'il est en fait surpuissant. Tout en se demandant s'il pourrait régner sur ce monde comme le personnage principal d'un animé Isekai, il s'approche de Rika pour l'achever, mais Inugami sort alors de sa chambre et lui parle en utilisant la Mihai Magnum. Il le félicite pour son excellent travail et lui dit de revenir maintenant, ajoutant qu'ils donneront les informations à Inari et la laisseront gérer le reste. Kaban dit « D'accord », et à ce moment-là, le nouveau jeune démon renard, que Inari a nommé après Kan, entre et déclare qu'il s'occupera du reste. Il se présente comme Nogomaru, s'approche de Rika et implante quelques graines de feu dans son corps. Puis il claque des doigts et l'enflamme, avant de s'approcher des autres sœurs et de faire de même, ne laissant derrière elles que leurs cendres. Il discute ensuite avec Kaban de son opinion sur le fait de les avoir tués, puis lui dit de ramener son ami araignée chez lui, car il a l'air mal en point et déshydraté. Avant de partir, il révèle un autre secret à Kaban. Inari n'a pas renoncé à sa pierre de vie et le suit depuis un certain temps sur ses ordres. Mettre Inugami en colère serait mauvais pour eux, ils n'utiliseront donc pas la force pour lui prendre la pierre. Mais s'ils la lui donnaient volontairement, Inugami n'interviendrait pas, et c'est ce qu'Inari espère. Il lui dit ensuite de faire attention, car ce sont des démons rusés après tout. Kaban répond qu'il sera prudent et lui demande pourquoi il lui a dit tout cela, et Nobomaru révèle qu'en réalité, il déteste vraiment Inari. Voilà pourquoi. Après cela, il quitte tout le bâtiment de l'entreprise et rentre chez eux. Akira se met en colère contre Mihai pour leur avoir menti sur la difficulté de cette mission. Mihai prend sa défense et dit qu'il devrait le remercier car il ne grandirait jamais sous la tutelle d'Inugami, qui leur confie des missions faciles et les protège depuis l'ombre. Inugami lui dit qu'il est vrai que les garçons ont bien plus grandi qu'ils ne l'avaient imaginé, mais s'il tente quoi que ce soit de ce genre à nouveau, il le renverra en Roumanie, emballé dans la glace pour qu'il discute avec Andrew Tate jusqu'à sa mort. Après cela, ils vont tous dormir, et Mihai dit qu'à moins qu'il ne veuille le tuer lui-même, il devra trouver des moyens de le divertir. Il a pris les garçons en affection et pourrait leur transmettre une partie de sa sagesse à nouveau, un jour. Plus tard cette nuit-là, Kaban vérifie le rythme cardiaque de Shiki et Akira, et se sent soulagé de les savoir en vie. Le lendemain matin, il suit Shiki comme sa mère, avec une expression pensive sur le visage. Il semble oublier quelque chose, et quand Akira lui demande, il se souvient soudain de sa promesse à Kan et s'enfuit de la maison pour la voir. Il se rend au parc et l'appelle, et elle tombe de l'arbre, telle la pomme qu'elle est. Elle lui demande pourquoi il a mis tant de temps, car il devait revenir après avoir déposé les ingrédients à la maison. Il répond qu'une mission soudaine est survenue, qu'il a dû partir, puis les choses se sont enchaînées, et il l'a un peu oublié. Cela la rend vraiment triste, et à ce moment-là, 2 poissons tombent aussi de l'arbre. Elle révèle qu'elle les avait pêchés pour qu'il les mange, mais qu'ils sont maintenant gâtés parce qu'il n'est pas venu. Il se sent mal pour elle et essaie de la réconforter, tandis que Nobomaru les observe de loin et murmure que Kaban devrait être plus prudent. D'un autre côté, Shiki s'approche d'Inugami et lui dit qu'il veut parler de ses parents avec lui, et qu'il est maintenant prêt à entendre la vérité. Le lendemain matin, ils se rendent tous dans la ville natale de Shiki pour rencontrer son oncle, Eikyo. Shiki raconte qu'avant de se séparer de sa mère, il vivait ici, et qu'après cela, il a emménagé avec son oncle à Tokyo. Une fois en ville, Inugami va réserver des chambres pour eux dans une auberge, et les enfants entrent dans une boutique de souvenirs pour acheter des choses. Kabane tombe sur un vieux livre de contes folkloriques qui narre la légende de Nishikigumo. Il s'y intéresse, et Shiki dit que c'est un folklore populaire dans cette région. Ils le lisent à tous et découvrent qu'il était une fois un garçon nommé Shigae. Un jour, en rentrant du travail, il vit une grosse araignée fouillée dans sa pile de nourriture. Voyant cela, Shigae décida de faire ce qu'un homme sensé ferait et quitta la maison, qui était désormais la propriété de l'araignée. Ou du moins, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais au lieu de cela, Shigae, au cœur bon et à l'esprit simple, partagea sa nourriture avec l'araignée et lui dit de se sentir chez elle. Le lendemain, à son réveil, il vit sa cabane délabrée se remplir de toiles d'araignées dorées. À partir de ce jour, il vendit la soie dorée, devint riche et vécut heureux pour toujours. Shiki dit qu'il y a des histoires comme ça partout, puis il remarque un enfant aux cheveux roses qui le fixe depuis la porte du magasin. À ce moment-là, Inugami entre avec Eikyo et dit qu'il l'a rencontré plus tôt que prévu. Ils décident tous d'aller dans les bois, près d'une rivière, pour s'asseoir et discuter. En chemin, Shiki entend une voix familière l'appeler, mais il pense qu'il doit avoir des hallucinations. Ils s'assoient donc tous, et Eikyo se présente comme un érudit qui recherche le folklore et découvre la vérité cachée en son sein. Shiki révèle que, bien qu'entièrement humain, Eikyo connaît l'existence des démons, mais il n'interagit pas trop avec eux afin de ne causer de problème à personne. Eikyo commence à taquiner Shiki, mais celui-ci dit qu'ils sont là pour entendre parler de sa mère, et Eikyo explique en racontant une histoire. Il révèle que cela s'est passé il y a longtemps, quand ils étaient encore jeunes, et qu'il accompagnait souvent son frère aîné, le père de Shiki. À l'époque, ils faisaient des recherches sur la légende de la toile dorée et traversaient la forêt pour trouver des indices. C'est là qu'ils ont rencontré la mère de Shiki, Kumi, qui était un démon araignée.
Après cela, il dit à Shiki qu'il y a des choses qu'il lui a cachées jusqu'à présent, mais que c'est maintenant le bon moment pour qu'il les sache. Inugami emmène les autres enfants et laisse Shiki avoir une discussion à cœur ouvert avec son oncle. Quelque temps plus tard, Shiki sort et les rejoint, révélant qu'ils sont tous deux morts. Son père est décédé avant sa naissance, tandis que sa mère est tombée malade et est décédée quand il avait 5 ans. Il ajoute que la raison pour laquelle il ne se souvient peut-être pas de tout cela est qu'il a été vraiment traumatisé après avoir vu le corps de sa mère décédée quand il était enfant. Il essaie de faire le dur et garde un sourire forcé devant eux, mais Kaban le remarque et le confronte. Inugami l'interroge sur Eikyo et sort le vérifier, tandis que les enfants entrent dans un bain public chaud et s'amusent. Pendant qu'ils se demandent comment remonter le moral de Shiki, Nobomaru entre, son Excalibur bien en vue, et se plaint qu'ils auraient dû le prévenir avant de quitter la ville et que cela lui a pris pas mal de temps pour les rejoindre. Sur ce, il révèle ses oreilles et ses queues de renard, surprenant Shiki et Akira qui ne le connaissaient pas auparavant. Il leur dit ensuite qu'ils ont l'air tristes et qu'ils devraient pas sortir explorer les environs et voir les lucioles au bord de l'eau. Après cela, ils vont tous dans les bois pour observer les lucioles et Kaban remercie Nobomaru pour sa suggestion. Nobomaru demande à Kaban s'il n'est pas content que les parents de Shiki soient morts, car s'il découvrait que ses propres parents étaient décédés alors que ceux de Shiki étaient vivants, il ne pourrait pas être vraiment heureux pour lui. Mais Kaban répond qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Pendant ce temps, Shiki s'approche d'un arbre à l'allure effrayante et commence à avoir des flashbacks de son enfance. Kaban et Nobomaru s'approchent de lui et lui demandent à quoi il pensait, et il se met soudain à courir en avant dans les bois. Il heurte une pierre puis traverse un petit cours d'eau. Suivant ses souvenirs d'enfance, il se rappelle que, lorsqu'il était jeune, il jouait avec sa mère dans ces bois, mais qu'elle sortait toujours un moment pour voir son oncle pour du travail. Il l'attendait toujours, mais un jour, elle n'est pas revenue. Alors il est devenu impatient et l'a suivie pour voir où elle était allée. Il a finalement trouvé un petit bâtiment caché au fond des bois, et en entrant, il a vu une scène cauchemardesque, sa mère attachée à une table sous un monstre sauvage. Il a commencé à crier, et s'est immédiatement effondré sur place. Plus tard, à son réveil, il était dans la chambre de son oncle, qui lui a dit que sa mère était tombée malade au travail et qu'elle devait donc rester seule un certain temps avant de se rétablir. Pendant des années, il a vécu avec lui sans trop s'immiscer dans son travail et ce qu'il faisait avec sa mère, de peur de découvrir une réalité maudite et douloureuse. Ils atteignent tous le bâtiment, et Nobomaru révèle que cela ressemble à un laboratoire de reproduction artificielle, et qu'il y a eu des rumeurs et des rapports par le passé concernant une soie spéciale aux propriétés curatives, capable de tout guérir et même de remplacer des organes humains. Cette soie était vendue sur le marché et provenait d'hybrides humains et démons. Mais les informations sur l'affaire avaient été étouffées par Inugami il y a environ 1 an. Shiki se souvient que c'était à la même époque qu'Inugami lui avait parlé de la découverte de ses parents pour la première fois, quand il avait refusé d'en parler. Il dit qu'il en a fini d'attendre, et qu'il va maintenant se venger de son oncle pour avoir fait du mal à sa mère. Il dit qu'il va le tuer, et leur demande s'ils l'arrêteront, mais Kaban répond non et demande où enterrer le corps. Pendant ce temps, Inugami appelle Eikyo et l'emmène dans les bois pour discuter. Il révèle qu'il sait tout de ses recherches, et que c'est lui qui a empêché la publication de ses travaux toutes ces années. Eikyo devient fou de rage et demande pourquoi il a fait ça, puis commence à révéler la vérité comme un méchant de Scooby-Doo. Il explique que lorsque lui et son frère ont trouvé Kumi, ils ont réalisé que la légende de la toile dorée était vraie, et que les araignées derrière cela étaient en fait des démons araignées comme Kumi. Il semblait que connaître ce fait suffisait à son frère, et il en était même tombé amoureux. Mais pour lui, il voulait ce pouvoir, pour lui-même. C'est alors qu'un jour, son frère est accidentellement tombé dans les bois et est mort. Mais à ce moment-là, Kumi était déjà enceinte de Shiki. Quelque temps plus tard, Kumi est venue à son appartement avec son bébé, qui avait contracté la grippe. Le monde humain avait un remède facile pour cela, mais dans le monde démoniaque, il n'y en avait aucun. Il a emmené le bébé à un hôpital humain, et Shiki a bien guéri, mais à ce moment-là, Kumi a réalisé qu'elle voulait élever son enfant comme un humain, mais cela s'est avéré trop difficile pour elle en tant que démon. C'est alors qu'il lui a fait une proposition, le laisser continuer ses expériences sur elle en échange d'argent, et Kumi a accepté avec joie, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour son garçon. Après cela, il a commencé à expérimenter sur elle avec toutes sortes de créatures des bois, se basant sur la découverte que la toile dorée devait être le produit d'un mutant. C'est alors que le jeune Shiki l'a trouvé pendant l'une des expériences, et cela l'a traumatisé, alors il l'a éloigné de Kumi. Ainsi, les expériences ont continué jusqu'à ce que Kumi soit sur le point de craquer. Mais c'est alors qu'il a finalement réussi à produire la légendaire toile dorée, capable de tout guérir, y compris des maladies impossibles comme un grave manque de rayons, et la dépression pour vous tous, chers spectateurs. Après avoir entendu tout cela, Inugami sort son téléphone et révèle qu'il transmettait tout à Shiki, et lui dit de faire ce qu'il veut. Shiki utilise sa toile collante, tire Eikyo en haut d'un arbre et décide de le pendre à mort. Il abat sa tête, mais se fait mordre le bras, qui devient violet de poison. Il saisit Akira et s'enfonce dans la forêt, tandis que les autres sont encerclés par des centaines de monstres araignées blanches. Il dit que leur téléphone était occupé tout ce temps, qu'il faisait sombre et qu'il a eu tellement peur
qu'un ours ou quelque chose d'autre ne l'attaque. Inugami lui dit de se calmer, puis remarque soudain un monstre serpent 1000 pattes blanc sortir des bois juste derrière lui. Il abat sa tête, mais se fait mordre le bras, qui devient violet de poison. Il saisit Akira et s'enfonce dans la forêt, tandis que les autres sont encerclés par des centaines de monstres araignées blanches. Shiki se demande ce qu'ils sont, et Aikyo répond que ce sont ses frères et sœurs, les résultats ratés de ses expériences sur sa mère. L'un des monstres coupe sa soie et le fait descendre lentement, et Aikyo révèle qu'ils sont tous semi-intelligents et très obéissants envers lui, car ils se souviennent des mots qu'ils ont entendus de leur mère pendant ces expériences répétées. Sur ce, tous les monstres ouvrent la bouche et commencent à imiter les mots avec la voix de Kyubi, prononçant le nom de Shiki et lui disant « Je t'aime ». Voyant tout cela, Shiki se met à se souvenir de sa mère et fond en larmes, tombant à genoux et perdant toute volonté de se battre. Naomaru le félicite d'avoir bien combattu et demande à Kabane ce qu'il ferait s'il était en colère. D'un autre côté, Kabane est déjà en mode Super Saiyan divin et lui dit de se taire. Il s'approche de Shiki, lui demande s'il veut qu'il fasse quelque chose. Shiki lui saisit le bras, implorant son aide, comme Nami dans One Piece. Alors, Kabane entre en mode carnage, massacrant les monstres à gauche et à droite, laissant Nobomura s'occuper de certains. Pendant ce temps, Inugami et Akira se retrouvent également encerclés par un groupe de monstres, et Inugami demande à Sakura de geler son bras pour empêcher le poison de se propager. C'est alors que la fille aux cheveux roses de tout à l'heure sort de la forêt et dit aux monstres de se calmer, les faisant s'arrêter. Elle dit qu'il faut d'abord soigner son bras, lui demande de la suivre et de se dépêcher avant qu'Eikyo ne la voie. Elle les mène à une source dont l'eau a des propriétés curatives spéciales, utilisées par les démons malades pour se soigner. Elle pense que cela pourrait aussi marcher sur Venom. Elle dit avoir besoin de leur aide pour convaincre Kabane et les autres de ne pas tuer Eikyo, le temps qu'elle obtienne ses réponses, puis elle repart avec eux. De son côté, Kabane a terminé le nettoyage et s'approche d'Eikyo, tel John Wick, son bras sectionné repoussant. Il l'attrape par le col et le jette vers Shiki, lui demandant s'il veut achever cette ordure lui-même ou s'il peut le faire aussi. Shiki se lève et s'excuse de lui avoir fait salir les mains pour lui et dit qu'il s'occupera d'Eikyo lui-même. C'est alors que la fille aux cheveux roses arrive sur les lieux, accompagnée d'Inugami et d'Akira, et leur demande de ne pas le tuer. Eikyo l'appelle par son nom, Aya, et lui demande ce qu'elle faisait là. Elle lui dit de se taire et d'arrêter sa comédie. Puis elle lui demande où il a caché le cocon qu'elle a créé, et il sourit, disant que s'il ne lui en parle pas, ça ne le tuera pas. Shiki se demande pourquoi Eikyo est si préoccupée par Eya, et pense qu'elle est très importante pour lui. Il en vient finalement à la conclusion qu'elle doit être le résultat de ses recherches importantes, et décide de l'écouter. C'est alors qu'Inugami s'approche et propose ses services de détective, disant qu'il trouvera le cocon pour elle. Il regarde le visage stupide d'Eikyo, rappelle Mihai, lui demandant d'utiliser son grand cerveau pour localiser un cocon de taille humaine. Mihai, après avoir analysé les données sur Eikyo depuis le début de ses recherches, indique 4 lieux, la source d'eau étant la plus probable. En entendant cela, Eya et Shiki courent vers l'endroit. Eya s'apprête à entrer dans la source, mais Shiki l'arrête, disant qu'il ira à sa place. Il plonge, et sous le coin éclairé par la lune, il trouve sa mère inconsciente, scellée dans un cocon de soie rose. Il est attaqué par un autre de ses frères, mais le tue aussitôt, comme une simple chair à canon, et remonte avec sa mère. La fille se met à pleurer, disant que leur mère est vivante grâce à la toile dorée, et qu'elle a tenté de la sauver en l'enveloppant dans sa soie curative. Bientôt, tout le monde arrive sur les lieux, et ils découvrent que Kumi est également vivante. Noamaru dit qu'il n'y avait aucune raison pour Eikyo de tuer Kumi, car elle était son assurance pour garder Aya sous contrôle, ainsi qu'un moyen pour lui de créer plus de monstres à toile dorée. Shiki assomme ensuite Eikyo d'un coup de poing puissant et dit à Inugami qu'ils doivent déplacer sa mère dans un endroit plus sûr. Il décide de l'emmener à la voiture et de retourner à Tokyo. Kabane demande à Shiki ce qu'il veut faire d'Eikyo, et il répond qu'il va brûler tout son travail, et ayant vécu avec lui pendant des années, il sait que ne pas pouvoir publier son travail et être reconnu par personne serait pire que la mort pour lui. Sur ce, tous retournent à Tokyo. Nobomura décide de brûler Akio, car le karma est... De retour à Tokyo, Inugami les conduit à une clinique spéciale, gérée par une connaissance. Il frappe à la porte en pleine nuit. Il dit que c'est une affaire de démons. Une petite vieille grand-mère ouvre la porte et les laisse entrer. Inugami l'appelle Mami Ohana et lui demande de soigner Kume. Ibugami révèle que Mami Ohana est humaine, vétérinaire, et qu'elle a sauvé de nombreux démons animaux, connaissant ainsi leur existence. Pour elle, toute vie mérite d'être sauvée, et elle ne fait donc aucune discrimination. Elle les laisse tous rester pour la nuit, et dit que Kiyumi est en parfaite santé, et que son coma semble être auto-induit, en raison d'un traumatisme psychologique. Elle dit qu'elle la guérira vite avec des médicaments, et leur demande de ne pas s'inquiéter.
Tous vont dormir, Shiki reste près de Kyumi et parle à Aya, qui hésite à entrer, se sentant semblable au monstre tué dans la forêt. Shiki la voit devant la porte, l'invite à entrer, lui disant de lui prendre la main, car elle est aussi sa mère. Elle lui demande pourquoi il ne la tue pas comme les autres monstres. Il répond que leur mère est vivante grâce à elle et qu'elle s'est occupée d'elle toutes ces années. En entendant cela, Aya se met à pleurer et demande si elle peut aussi l'appeler sa mère, et lui son grand frère. Bientôt, Kyumi se réveille également, et elle serre ses 2 enfants dans ses bras et les appelle par leur nom. Après son réveil, Shiki décide de rester jusqu'à ce que sa mère soit complètement rétablie. Il dit aussi qu'il a maintenant une famille et qu'il devra réfléchir à sa vie, car ils ne peuvent certainement pas vivre avec son maigre revenu. Ainsi, une semaine passe, Kabane et Akira le regrettent beaucoup. Un jour, Inugami leur annonce une mission. Shiki entre alors, affirmant que personne n'a parlé de son départ de l'agence et qu'il ne partira pas avant d'avoir tenu sa promesse à Kabane de retrouver ses parents. Soudain, Aya entre également, et Shiki dit que leur mère est sortie aujourd'hui, alors elle a laissé Aya à sa charge. Elle commence à se promener dans le bureau et rencontre Inugami, disant qu'elle a aussi un rapport à faire. Elle a décidé de travailler avec Mami à la clinique, offrant ses services médicaux aux démons. Elle veut qu'il lui rédige un bon contrat pour lancer son entreprise. Inugami s'y met. Shiki se plaint qu'à 8 ans, elle ne peut pas démarrer une affaire si tôt. Il demande à Cabernet de la dissuader, mais elle lui répond qu'elle n'aurait pas à le faire si son frère gagnait plus. Et Cabernet dit aussi que si elle a le pouvoir de le faire, alors il n'y a aucune raison de l'empêcher de le faire. En entendant cela, Aya dit qu'il a raison, qu'elle l'a vu combattre dans la forêt et aime sa façon de penser. Elle lui demande s'il a une petite amie et lui propose de sortir avec elle. Il dit « Ah !» Shiki et Akira sont surpris, et savoir que son meilleur ami sort avec sa petite sœur le fait s'évanouir. C'est alors que Kan entre et demande à Kabine de se battre. Elle est plus forte, mais voit Aya enlacée autour de lui et devient jalouse. Tandis qu'elle se fixe, Inugami demande s'ils peuvent passer aux affaires et explique leur mission. Récemment, des rapports ont fait état de femmes ayant le visage gravement blessé à Harajuku. Il dit que bien que cette nouvelle ne soit pas publique, il s'agit très probablement de l'œuvre d'un démon, car ils arrachent des visages entiers avec le nez, les lèvres, les oreilles et tout le reste. Avec Shiki et Akira à terre, sous le choc et l'horreur, Aida dit qu'elle ira avec Kabane, et Kan dit qu'elle ira aussi et les surveillera. Ils se rendent à Harajuku et sont arrêtés par un policier. Kan essaie de montrer son autorité en disant qu'elle vient du département de police, mais le policier l'ignore et lui dit d'aller se placer ailleurs. Après cela, Kabani dit qu'il vient de l'agence de détectives et le policier les laisse entrer en disant qu'il avait été informé. Une fois à l'intérieur, Kabani dit que l'odeur démoniaque est très forte, le coupable doit être proche. Kan marche devant. Il dit que toutes les victimes sont des filles, donc il devrait mener, mais elle s'énerve et lui dit de s'occuper de ses affaires. Mais quand il dit qu'Avin s'éloigne avec Aya, elle se sent vraiment triste et ne sait pas quoi faire des sentiments dans sa poitrine. C'est alors qu'un démon esprit l'approche et lui propose de l'aider, puis va tirer Aya par les cheveux. Cabernet frappe le démon, sauve Aya et se révèle coupable. Elle dit être tombée amoureuse d'un beau garçon, mais en tant qu'esprit, personne ne la voyait. Elle a donc emprunté des visages de belles femmes pour plaire. Mais cela a échoué. Cabernet dit que l'amour, c'est donner aux autres et non prendre d'eux, et l'esprit lui demande ce qu'il sait de l'amour, car il ne peut même pas traiter la fille à côté de lui, n'est-ce pas, en faisant référence à Kan. Il se tourne vers Kan, lui demande ce qui ne va pas. Elle se révèle très en colère, disant qu'être Cabernet est d'habitude amusant. Mais depuis Agia King, elle ressent une étrange sensation. Elle tente de l'attaquer, mais Cabernet la sauve et Kan s'enfuit au parc. Après cela, Aya aide l'esprit en l'enveloppant dans sa soie, lui donnant une belle silhouette, puis il rentre. Cabernet rapporte qu'Aya a accompli la mission seule. Elle lui donne un baiser sur la joue, faisant s'évanouir Shiki, lui demandant s'il approuverait son mariage avec Cabernet. Une fois parti, Cabernet va au parc, secoue l'arbre pour faire tomber sa renarde préférée. Il la réconforte, rendant Kan heureuse. Elle dit avoir toujours voulu être la numéro 1 d'Anara, et maintenant la sienne. Il lui souhaite bonne chance, ne sachant pas ce que cela signifie. Le lendemain matin, Aya entre pour voir Kabane. Kan arrive aussi, lui demandant un combat. Akira lui demande de décider qui sera son amant. Kabane, fidèle à lui-même, répond que si c'est un amant, ce serait Inugami, se référant à l'incident du démon chat, choquant tout le monde. D'un autre côté, il s'avère qu'Inugami est parti aider Kiyumi à enterrer les corps de tous ses enfants monstres morts dans la forêt. Quelques jours plus tard, le frère aîné d'Akira, Yu, arrive à Tokyo. Akira et Yu sont nés dans un village enneigé, parmi les montagnes d'Omori. Leur village avait une population totale de 200 femmes, et une fois tous les 100 ans, un mâle naissait.
Cependant, cette fois, 2 frères Aranti Gyohir sont nés, et l'aîné a été choisi comme chef du village. En réalité, les femmes contrôlaient tout, de la politique au droit de chasse dans le village. L'histoire du village parlait d'une pierre spéciale appelée la pierre du tertre, qui était gardée en sécurité au-dessus d'un pic dans un sanctuaire situé près du village. On dit que le village fut bâti pour protéger la pierre. Au fil des ans, Yu eut le devoir de veiller sur les villageois et de devenir chef, mais en grandissant, il vit la corruption du village, qui voulait garder le pouvoir, et décida de s'enfuir avec son frère. Il a conclu un accord avec les femmes du village. Il serait chef si elles laissèrent partir son frère. Elles acceptèrent, mais envoyèrent des assassins après son départ. Apprenant cela, Yu courut au sanctuaire, utilisa le pouvoir de la pierre pour anéantir le village, puis partit chercher son frère. D'un autre côté, Akira a été sauvé par des voyageurs humains qui l'ont emmené à Tokyo, et il vit avec Inugami depuis pour retrouver son frère. Maintenant, Yu a également enfin atteint Tokyo et cherche des informations sur Inugami et Akira. Pendant ce temps, Akira aide au bureau comme d'habitude en étant maladroit et inutile, et en leur donnant plus de travail en gâchant les choses. Shiki et Kaban le réprimandent et le traitent de bon à rien, et cela le rend vraiment triste. Il finit également par déchirer sa peluche nommée d'après son frère, mais Miyai la répare et y ajoute quelques améliorations. Se sentant triste et le cœur brisé, Akira laisse une note et s'enfuit du bureau après avoir fait ses affaires. En s'éloignant, il finit par rencontrer son frère aîné, et ils ont enfin des retrouvailles. Yu lui demande s'il ne restait pas avec un homme nommé Inugami, et Akira dit qu'il le faisait, mais que maintenant, il a quitté l'endroit parce qu'il n'y était pas nécessaire. Yu dit et commence à sortir de la ville avec lui. Il semble étrangement froid, même pour un démon des neiges, mais Akira n'y prête aucune attention, car il est trop heureux d'être enfin avec son frère. En dehors de la ville, Yu demande à Akira quel genre de maison il aimerait, et construit ensuite un château massif selon sa demande. Il entre ensuite et le meuble avec des meubles faits de glace, et lui demande s'il voulait autre chose. Akira décide de prendre des photos, mais Yu prend son appareil et le casse avec son pied avant de le geler complètement. Il dit qu'il va leur chercher de la nourriture maintenant, puis sort et enferme Akira à l'intérieur du château avec ses pouvoirs de glace. Pendant ce temps, Kabane et Shiki ont du mal au bureau à faire les petites tâches qu'Akira faisait. Ils gâchent toutes sortes de choses et se disputent même entre eux, et cela leur fait réaliser qu'Akira n'était pas inutile et qu'ils avaient besoin de lui pour ne pas se battre. Avec cela en tête, ils acceptent tous les deux d'aller le chercher et d'en parler à Inugami. Inugami accepte, mais il voit ensuite un rapport sur un immense château de glace apparaissant hors de nulle part à l'extérieur de la ville, et une foule se formant autour de lui. Ils se précipitent tous sur les lieux et voient Yu sortir du château. Il essaie d'attaquer les gens, mais Inugami lui tire dans la main et l'arrête. Yu leur demande qui ils sont, et il dit qu'il est Inugami, et remarque la pierre nulle incrustée dans sa poitrine. On dit qu'elle est l'opposé de la pierre de vie, se nourrissant de la force vitale de l'utilisateur, lui conférant un pouvoir immense pour tout détruire. Il lui demande ce qu'un démon de Sunu fait ici. Yui dit n'avoir pas à répondre, mais remercie celui qui a pris soin de son jeune frère. Shiki confirme s'il est le frère d'Akira et demande où il est à Yu et leur demande qui ils étaient vraiment pour lui. Ils disent bien qu'ils sont ses amis, et il décide donc de les geler et de les emmener à l'intérieur pour servir de décoration au château. Pendant ce temps, Akira découvre que sa peluche a un projecteur intégré et une connexion internet et l'utilise pour mettre à jour son profil Instagram. Après avoir vaincu Inugami et les autres, Yu crée un bain et un lit pour Akira et l'appelle en bas pour qu'il vienne voir. Akira descend joyeusement mais tombe ensuite à genoux en voyant les statues froides et mortes de ses amis et demande à son frère pourquoi il a fait tout cela. Son frère lui demande s'il allait bien et sort lui chercher de la menthe. Pendant qu'il est parti, la peluche prend la parole et dit à Akira qu'ils ne sont pas morts et qu'ils auront besoin de sel pour les faire fondre. Il demande également à être placé entre les statues afin de pouvoir les réchauffer avec son énergie mécanique. Akira dit à son frère qu'il a besoin de sel pour ses soins de la peau, et Yui sort simplement en l'enfermant à l'intérieur. Une fois qu'il est parti, Kabane parvient à sortir de la glace en brisant son corps, puis en le régénérant. Il dit qu'il va combattre Yui et demande à Akira de revenir au bureau, s'excusant de l'avoir traité de bon à rien. Mais Akira sait que son frère est trop fort et ne veut pas qu'il soit blessé. Il fait donc semblant devant Kabane et son frère qui reviennent vite avec du sel. Il dit en avoir fini avec l'agence et dit à son frère de laisser ses gens car il s'ennuie d'eux et veut vivre près d'une plage. Une fois parti, la peluche parle et révèle à Kabane le vrai plan. Faire fondre Inugami et Shiki avec le sel. Kabane s'y met. Soudain, Inari entre. Elle demande à Kabane s'il veut lui donner sa pierre de vie, disant que la pierre du tertre est liée à ses parents. La peluche se met à parler avec la voix d'Inugami, expliquant qu'elle utilise ses ondes cérébrales et son cœur pour transmettre le message, et dit à Kabane de suivre Akira et Yui. Il dit qu'Inari ne leur fera pas de mal pour l'instant, donc il n'a pas à s'en inquiéter, et lui dit de se dépêcher. Sur ce, Kabane commence à courir plus profondément dans la forêt pour trouver les frères démons des neiges.
Pendant ce temps, Nobomaru tend une embuscade à Yu. Yu piège Akira dans une cage de glace et commence à combattre Nobomaru comme un maître de la glace. Nobomaru passe en mode Firefox et utilise sa technique spéciale, le jutsu des clones d'ombre, mais Yu les traverse facilement tous et le tient à distance. Avec le feu et la glace qui s'entrechoquent, du brouillard se forme. Yu est distrait un instant par la voix d'Akira. Nobomaru en profite pour tenter d'arracher la pierre du tertre de sa poitrine, mais dès qu'il la touche, sa force vitale est aspirée et sa main est blessée. Il s'emporte contre Inari pour l'avoir utilisée comme appât pour tester la pierre du tertre et la maudit. Puis il se calme, réfléchit à comment le capturer vivant. Yu l'attaque alors avec des lances de glace, le touchant presque, mais Kabane arrive juste à temps pour le repousser hors de portée. Il décide de faire équipe avec lui et ils commencent à réfléchir à un plan pour assommer Yu. Nobomaru dit qu'il leur serait impossible de s'approcher de lui sans être gelé, mais qu'il pourrait y avoir un moyen pour Kabane de rendre cela possible. Yu l'enflamme alors, et Kabane l'utilise comme armure pour combattre les pouvoirs de glace froide de Yu. Le combat continue pendant un certain temps jusqu'à ce que Kabane se transforme en os brûlant, mais l'abus du pouvoir de la pierre du tertre aspire presque toute la force vitale de Yu, et il commence à s'effondrer. Ankura parvient également à s'échapper de sa prison et tente d'extraire la pierre de son frère, mais lorsqu'il la touche, tous les sombres souvenirs de l'historique de navigation de son frère envahissent son cerveau et il se met à pleurer. Mais alors, Kabane s'approche et déclare qu'il va aider aussi, puis il crache la pierre de vie sur la Knollstone, et toutes deux finissent montées par se combiner pour ne faire plus qu'un seul et même morceau, et c'est précisément ce qu'il faut pour devenir le roi des pirates. Une fois le pouvoir de la Knollstone dissipé, le château s'effondre, et Inugami ainsi que Shiki retrouvent également leur état normal. Inari tente de s'emparer de la pierre pour elle-même en utilisant son jutsu de la parole rusée, mais Inugami, juste à temps, dénonce son bluff et récupère la pierre pour Kabane-A et Yui. Après cela, ils se rendent tous à la clinique d'Ohana, où Eio soigne leurs blessures, et ils ont tous une discussion à cœur ouvert avec Yu et Akira. Yu se sent responsable de tous les mensonges qu'il a proférés et des torts qu'il a causés, et il décide de porter ce fardeau tout seul. Mais Akira, pour une fois dans sa vie, prend son courage à deux mains, gifle Yu et lui dit d'arrêter de faire son rebelle solitaire et de compter sur ses amis comme n'importe qui d'autre. Une fois cela réglé, Kabanae lui demande s'il sait quelque chose à propos de ces pierres, car elles pourraient bien être un moyen de retrouver ses parents. Et Yui, de son côté, lui demande s'il est au courant de l'incident démoniaque, le Kimono Jin. Inugami explique que Kimono Jihin est le nom d'une guerre terrible entre démons et humains qui a eu lieu il y a 1000 ans. Et pour s'assurer que cela ne se reproduise jamais, les démons de haut rang de cette époque ont placé leur pouvoir dans ces objets et les ont transmis à leurs descendants afin de les maintenir sous contrôle. Cela signifie donc que les parents de Kabane auraient pu être les chefs d'un puissant clan de démons. Et avec cette précieuse information, une fois tout cela décidé, Akira annonce qu'il va voyager avec son frère et prendre un congé temporaire de l'agence. Pendant ce temps, Inugami informe Kabane qu'ils ont désormais une piste concernant ses parents, et qu'ils vont donc voyager eux aussi pour trouver davantage d'indices à leur sujet. Shiki reste en arrière avec sa mère et sa sœur, et il déclare qu'il s'occupera du bureau pendant leur absence, souhaitant bonne chance à Kabane. D'un autre côté, Inari décide d'utiliser Kan contre Kabane, et lui confie une mission, celle de conquérir le cœur de Kabane et de lui dérober la pierre de vie et la pierre du néant. Avant leur départ, Kabane demande s'il peut passer au parc pour rencontrer Kan, et Kan, qui sort immédiatement de derrière le bâtiment, déclare qu'elle les accompagnera également et se montre très enthousiaste. Inugami la regarde et dit « Oxt », bien qu'il sache qu'Inari l'a envoyé avec quelque chose de louche en tête. Et c'est ainsi que la première saison de Kimono GN touche à sa fin.